Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très attendue puisque consacrée donc au MacBook Air 2020. Évidemment, j'ai eu beaucoup de questions, notamment est-ce que ça vaut le coup par rapport à un MacBook Pro 13 pouces. On va essayer d'y répondre. Et puis, je vous ferai une deuxième vidéo qui arrivera très vite, c'est promis, où je vous comparerai donc les trois modèles qu'on a pris, puisqu'on a un Core i3, un Core i5, un Core i7. Donc, on reviendra un petit peu plus dans le détail sur les écarts de performance. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous donner mon ressenti global puisqu'on a testé la machine sous toutes ses coutures. Vous allez voir que Apple nous a fait pas mal de promesses, mais aussi il y a quelques déceptions. Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette petite vidéo. Alors, je voulais commencer par revenir sur le positionnement de ce MacBook Air qui n'est pas toujours bien compris, puisque l'idée derrière pour Apple, c'est d'avoir un Mac donc léger avec une super autonomie, qui soit polyvalent, hein, aussi bien adapté pour les étudiants, pour les start-upers, qui soit pas trop cher aussi, donc machine d'entrée de gamme, et d'entrée de gamme à tous les niveaux, c'est-à-dire que ici on a des processeurs qui sont ultra mobiles, ce qui n'était pas le cas avant. Avant on avait les mêmes processeurs que le MacBook Pro 13 pouces, hein, ce qui prête des fois un petit peu à confusion. Et ici, alors c'est vrai qu'on est taillé pour de la bureautique, on peut faire un petit peu de jeu, on peut faire un peu de montage, on peut faire un peu de traitement photo, mais on arrive rapidement aux limites de la machine. Il est un peu à la peine sur les gros projets quand vous lui mettez des écrans externes, etc. Donc moi, je pense qu'il a vraiment plutôt vocation à remplacer le MacBook 12 pouces, vous savez, qui n'a pas forcément bien marché, que le MacBook Pro 13 pouces, avec qui il partage quand même pas mal de points communs. Mais n'oublions pas que le MacBook Air, ça reste quand même de l'entrée de gamme. Alors je voulais revenir très rapidement sur les différences justement avec le MacBook Pro 13 pouces. Et la première, c'est l'écran. Alors même si c'est un écran Retina qui font la même taille, et ben celui-là, il n'est pas P3, il est uniquement sRGB. Donc voilà, il est un petit peu moins sympa si vous avez besoin d'une grande plage dynamique, par exemple si vous faites de la photo, de la vidéo. Il est aussi moins lumineux. En extérieur, ça se voit quand même un petit peu, 400 nits au lieu de 500 nits. Et puis on a aussi moins de ports, on a que 2 ports sur les côtés. Alors vous allez me dire, en entrée de gamme, le MacBook Pro 13 pouces aussi, mais c'est vrai que voilà, les 13 pouces classiques, je dirais qu'ils en ont 4. Peut-être qu'ils vont en avoir 4 maintenant, tous cette année. Alors on perd aussi la connectique par rapport à l'ancien MacBook Air, vous vous rappelez, avec le lecteur SD. Mais bon, voilà, moi je me suis fait une raison. Maintenant, il faut aller coller ces petits adaptateurs. À l'inverse, on gagne depuis 2 ans donc du Thunderbolt, et ça c'est quand même cool parce que ça permet d'étendre les possibilités de la machine. Alors le processeur aussi nous rapproche du MacBook Pro 13 pouces puisqu'on passe de 2 à 4 cœurs, hein. Quand même un doublement du nombre de cœurs, ça arrive pas tous les jours, c'est la première fois sur le MacBook Air. Mais là aussi, gardons à l'esprit que 4 cœurs MacBook Air, c'est pas 4 cœurs MacBook Pro. Ici on est entre 7 et 10 watts, donc un processeur basse conso, je vous le disais, alors que sur le MacBook Pro on est entre 15 et 30 watts suivant les modèles. Vous voyez qu'on a une puissance disponible sur le MacBook Air qui est quand même 2 fois moindre, hein, que sur le Pro. Et je pense qu'il faut pas oublier ça, hein. Un processeur de MacBook Air, c'est pas un processeur de MacBook Pro. Alors l'intérêt principal d'avoir un processeur qui consomme pas beaucoup, c'est évidemment l'autonomie. Alors là, je vous ai refait des petits tests. Vous voyez que c'est assez comparable quand même au modèle de 2018-2019, même si j'ai perdu un petit peu sur la lecture vidéo. Ça, c'est assez étonnant, mais on a changé de puce. Alors peut-être qu'elle consomme un peu plus en lecture vidéo H264. Par contre, on gagne un peu en navigation web, donc ça, c'est plutôt cool. Mais vous voyez aussi qu'on se rapproche, hein, du MacBook Pro de 15 watts qui est sorti donc en juillet 2019. Donc lui, petit à petit, il a des processeurs aussi qui consomment un peu moins d'énergie, mais malgré tout, voilà, si vous voulez une machine qui consomme pas trop, qui vous n'avez pas trop besoin de recharger dans la journée, le MacBook Air, ça reste quand même le meilleur de toute la gamme. Bon, je vous l'ai dit, Apple a comblé la plupart des défauts et ça commence évidemment par le clavier, ce Magic Keyboard, donc qu'on reprend du MacBook Pro 16 pouces, qu'on reprend en fait des claviers traditionnels d'Apple, qui est beaucoup plus fiable, hein, qui évite d'envoyer votre machine en garantie tous les 6 mois. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, il y a des gens qui préféraient la frappe sur l'ancien modèle. Moi, celui-là, je le trouve assez sympa. Je trouve que les touches plus espacées, avec plus de courses, bah, j'accroche moins. Moi, je suis plus efficace pour taper. Mais bon, voilà, le ressenti est un petit peu différent. En tout cas, l'important, c'est la fiabilité, hein. Si vous hésitez avec un modèle de 2018 en promo, réfléchissez vraiment à 2 fois. Et puis, bien sûr, toujours Touch ID, toujours pas de touch bar. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le clavier parfait pour un portable Apple. Les amis, on va parler rapidement de sécurité, car même chez Apple, c'est devenu un enjeu majeur. Alors, ça fait déjà quelques années, hein, que la part de marché du Mac intéresse fortement les pirates, et le nombre de malware a même explosé ces derniers temps, hein, notamment avec des logiciels publicitaires que vous avez sûrement rencontrés un jour. Alors, je sais pas si vous connaissez déjà Intego, qui est notre sponsor cette semaine, mais l'éditeur français est installé sur Mac depuis plus de 25 ans et propose plusieurs programmes très efficaces pour scanner les malwares, avec un taux de détection de 100% au dernier AV-test pour virus barrière. Alors, il propose aussi un pare-feu très efficace avec NetBarrier et des utilitaires très utiles comme Washing Machine pour libérer de la place sur votre Mac, Content Barrier pour le contrôle parental, ou encore Personal Backup pour compléter Time Machine. Alors, nous, on lance des analyses, hein, de temps en temps ici pour se rassurer, et spécialement pour Mac Forever, là, en ces périodes de télétravail, Intego vous offre donc toute la suite X9 à moins 50%. Donc, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Alors maintenant, on va parler du cœur de cette machine, parce que c'est quand même la première fois qu'on a 4 cœurs sur un MacBook Air. En plus, l'option pour une fois est pas chère, seulement 5
50 € pour avoir le Core i5. Là, il faut absolument la prendre, évidemment. Alors, vous avez vu les tests ici et là, donc avec Geekbench, Cinebench, Luxmark, enfin tous les logiciels de bench vous disent que ici on a des performances doublées par rapport à 2018, hein, ce qui était la promesse d'Intel. Donc effectivement, dans ces programmes-là, on obtient bien ces résultats. Donc on a un vrai bon potentiel dans cette machine, d'autant qu'on vient même taquiner le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme hein, qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an. Donc vraiment très bon signe, sauf que en pratique, Apple a foiré son coup. Comme d'habitude, ils ont mis une ventilation pourrie à l'intérieur. Donc il y a bien un ventilateur dans ce MacBook Air, mais il n'est pas relié au processeur. C'est-à-dire quand vous avez un processeur qui atteint les 100 degrés, eh ben, il va être très mal refroidi, les fréquences vont baisser. C'est encore pire si vous sollicitez la partie graphique en même temps. Là, vous avez tout qui s'effondre au même moment et vous avez des performances donc qui redeviennent pourries pour être poli. Donc voilà, pour moi, c'est un gros fail d'Apple. Je ne comprends pas. Alors peut-être que c'était pour pas cannibaliser hein, les ventes du MacBook Pro 13 pouces qui lui a ce petit caloduc là qui relie les deux. Mais vraiment, je trouve ça navrant d'avoir mis un ventilateur qui finalement sert à rien. Alors évidemment, on a lancé nos tests comparatifs hein, pour savoir un petit peu si on était plus près du MacBook Pro 13 pouces ou de l'ancien MacBook Air. Et vous voyez par exemple sous Logic, on a 2 fois moins de pistes quand même lancées que sur un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, ce qui est quand même énorme comme différence alors qu'on est censé avoir un CPU voilà, qui est quand même relativement puissant. Même chose dans Final Cut Pro, vous voyez qu'on est jusqu'à 2 fois plus loin. Alors c'est bien meilleur hein, que le modèle 2018, mais malgré tout on est quand même très loin d'un simple MacBook Pro 13 pouces. Les jeux, je vous en parle même pas. Là on se rapproche même des fois des performances de l'ancien MacBook Air qui était vraiment pas terrible dans Rise of the Tomb Raider, donc qui est assez récent. Même dans Fortnite, là regardez, j'arrive même pas à peine à dépasser les 20 FPS en médium en 900p sur un jeu qui est quand même pas de première fraîcheur, hein, il faut bien se le dire. Même dans Warcraft 3 Reforged, là, qui est sorti il y a pas très longtemps, mais c'est un vieux moteur 3D, on dépasse à peine les 20 FPS, il en faudrait 60 dans ce genre de jeu. Et pareil, j'étais en médium, vraiment pas les détails à fond. On a des jeux comme Deus Ex qui refusent mais carrément de se lancer. Donc voilà, tout ça pour dire que ceux qui s'attendaient à un mini MacBook Pro 13 pouces, on n'est pas du tout dans cette gamme-là. On reste sur du MacBook Air. Alors c'est mieux que le 2018, évidemment, de loin, de très loin, mais c'est vrai que c'est quand même assez décevant. Alors je vous l'ai dit, la partie GPU offre des performances théoriques quasiment doublées et on a aussi des meilleures performances avec les écrans externes. Et par exemple, on a testé, là, vous vous rappelez pendant le déballage, l'écran XDR d'Apple, donc un écran 6K. Voilà, c'est la première fois qu'on peut brancher un écran 6K là-dessus, HDR10 et tout. Seul problème, c'est qu'une fois qu'on a branché ça, la machine se met à ramer dans tous les coins. Vous lancez par exemple une petite vidéo 4K en HDR qu'on avait lancé, vous vous rappelez, avec les MacBook Pro 16 pouces et tout. Là, ça va ramer dans tous les coins. Et je dirais que même sur des écrans 4K, 5K, ce sera pas très fluide hein, à l'image. On va avoir les fenêtres qui rament un petit peu dès que vous lancez plein d'onglets dans Safari. En fait, dès que vous lui demandez un petit peu trop et qu'en plus vous avez un écran externe, voilà, c'est pas vraiment adapté. Et puis même sur l'écran interne de la machine, si vous lancez par exemple une vidéo YouTube en 4K, 60 images par seconde sous Chrome, vous savez, avec le VP9, alors qui est quand même assez gourmand comme format, et ben ça va fonctionner, ça va marcher pendant 10 secondes, puisque après les fréquences vont baisser, la machine va chauffer et vous allez avoir une image qui est totalement saccadée. Je trouve ça un petit peu scandaleux sur ce genre de bécane. Alors vous allez me dire, bon, c'est vrai, on peut mettre un GPU externe, mais malgré tout, je trouve que c'est pas vraiment l'idée. Hein, on n'achète pas un ordinateur à 1200, 1500 € pour aller mettre encore un GPU externe à 1000 balles à côté. C'est pas le but, mais c'est vrai qu'il faut pas non plus acheter ce MacBook Air pour un usage vraiment sédentaire. Ça va aller ponctuellement sur un vidéoprojecteur, sur un petit écran d'appoint, mais c'est pas vraiment fait pour ça. Bon, rassurez-vous quand même, c'est pas parce qu'on le pousse un peu dans ses derniers tranchements que c'est pas une machine qui est capable. Ici, on peut tout à fait faire du web, de la bureautique, même de la programmation. Alors attention, si vous lancez un gros simulateur d'iPad Pro 13 pouces, là, ça va ramer. Pareil, on peut faire du GarageBand avec quelques pistes effets, mais pas du Logic avec 30 pistes et puis plein d'effets derrière. On peut jouer un petit peu, par exemple Tomb Raider 2013, là on a testé avec Belinda, ça tourne plutôt pas mal. Voilà, il y a quelques petits jeux, faut pas être trop exigeant en fait en termes de jeu. En termes de vidéo aussi, tout ce qui est Netflix évidemment, même l'Apple TV, même en 4K, hein, ça va relativement bien passer donc sur cet écran, même s'il n'est pas 4K, il est un petit peu en dessous. Faut juste bien être conscient en fait des limites ici. Faut pas vouloir faire du Final Cut Pro en 4K toute la journée, faut pas vouloir lancer 30 pistes sous Logic, faut pas vouloir faire du Archicad, hein, si vous êtes en architecture, c'est vraiment pas la machine à acheter. Mais voilà, pour un usage, je dirais un petit peu classique de l'informatique, la plupart des étudiants en fait vont vraiment largement s'y retrouver, et même les start-upers, voilà, qui n'ont pas besoin de grosses exigences, qui passent leur journée à envoyer des mails, à surfer sur internet, c'est vraiment, je trouve, le Mac idéal. Alors un mot sur le stockage, la RAM. Alors déjà ici on démarre à 256 Go, il était temps Apple de plus mettre ses disques 228 Go, ça c'est vraiment la bonne nouvelle, même si je trouve que le modèle 512 Go là à 1500 € et avec le quad-core en plus, c'est vraiment le meilleur compromis qu'on a ici, hein. 512 Go ça me paraît vraiment bien en 2020. On peut monter jusqu'à 2 Tera, c'est pas trop cher, 1000 € hein, pour une machine comme ça. Apple a bien revu quand même ses prix, et surtout au niveau des débits, on est autour de 1,5 Go/s, donc c'est largement suffisant ici. C'est pas les meilleurs, on a des SSD beaucoup plus rapides sur la gamme, mais là c'est largement assez pour un MacBook Air. Alors un petit mot aussi sur la
mémoire vive. Il y en a qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de passer à 16 Go ou pas. Alors oui, ça vaut le coup si vous ouvrez 50 onglets à la fois, si vous avez des gros projets Final Cut, mais en même temps, vous allez être très vite limité par le CPU et du coup, moi, je trouve que finalement, vaut mieux mettre un peu d'argent dans le CPU, vaut mieux mettre un peu d'argent dans le stockage avant que vraiment vous ayez besoin de plus de 8 Go de RAM. Il faut vraiment faire des gros projets sur cette machine. Donc moi, je dirais plutôt non, restez à 8 Go, gardez votre argent, sauf évidemment si vous avez le budget. Alors quelques petits défauts, déjà ce petit chargeur de 30 watts alors que la machine peut prendre 60 watts avec les gros chargeurs, ce qui rend les temps de charge quand même beaucoup plus courts. On passe d'une grosse heure contre 2 heures avec celui-là. On a aussi la webcam qui est, vous l'avez vu dans le déballage avec Belinda, vraiment pas à la hauteur, pas du tout au niveau des iPhones par exemple. Je comprends pas ce qu'ils font avec ces webcams Apple, même sur des machines très chères. Bref, passons. Et puis pour finir, le Wi-Fi 6, voilà, pas de Wi-Fi 6 sur cette machine. Je comprends pas, je comprends d'autant moins que Intel avait pré-mâché le boulot, mais voilà, faut utiliser les contrôleurs Intel, faut des pilotes spécifiques. Apple a pas voulu le faire. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont rien rajouté avec Broadcom à leur partenaire habituel. Peut-être qu'il y a une histoire de gros sous derrière. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très décevant. Vous l'avez vu dans l'iPad Pro, le Wi-Fi 6, ça apporte quand même jusqu'à 150 mégabits. Donc c'est pas rien sur une connexion fibre, d'autant que ces machines-là, on les branche pas en Ethernet. Donc vraiment, Apple, sur la prochaine version, il nous faut du Wi-Fi 6. Voilà, il est temps de conclure, même si je vous rappelle qu'une autre vidéo qui compare tous ces modèles est aussi en préparation. Alors pour moi, c'est une excellente cuvée, ce MacBook Air. Il démarre à 256 Go, le 4 coeurs à 50 balles de plus. Vous avez une bonne autonomie, un super rapport qualité-prix. Et franchement, c'est assez rare à dire sur la gamme Apple. Et puis moi, c'est un Mac que j'aime bien. Il est joli, avec sa petite couleur dorée là. Il est pas trop encombrant. C'est hyper bien fini. En plus, on a ce clavier là hyper fiable. On a pas mal de promesses qui sont pas totalement tenues en termes de perf. Voilà, pour moi, le gros fail, c'est vraiment le refroidissement de cette machine. Mais je pense que c'est lié à la segmentation. Ils veulent pas que ça cannibalise les ventes de MacBook Pro 13 pouces. Et d'ailleurs, un nouveau MacBook Pro 13 pouces pourrait arriver en mai là, d'après les dernières rumeurs. Donc attention, si vous avez vraiment besoin de puissance, attendez peut-être les MacBook Pro 13 pouces qui pourraient être assez intéressants. Voilà les amis, je vous rappelle donc que je vous prépare une deuxième vidéo un petit peu plus technique, donc axée uniquement sur la partie CPU, GPU, la comparaison vraiment entre les trois modèles. Donc je vous ai fait vraiment plein de tests, ça va être très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas déjà à me poser vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, très important, on est très nombreux sur cette chaîne, à télécharger nos applis. Mac Forever, c'est de l'actualité en continu et là en ces périodes de confinement, c'est vraiment sympa de pouvoir suivre l'actu techno comme ça toutes les 30 minutes. Bien sûr, on a aussi des bons plans sur ces machines. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.